Le 19 Allée des Marronniers, c'est ma nouvelle maison, mon nouveau bureau depuis un an maintenant. Des fois, je me demande si j'ai passé un peu plus de temps que dans ma propre maison. C'est un endroit où j'arrive tous les matins avec le sourire, en me disant que c'est déjà un beau bâtiment, une belle usine, et qui renferme une belle équipe. On est dans des locaux qu'on a dessinés, c'est notre usine quoi, et ça c'est quelque chose de fantastique. Ça représente le siège de l'Armée Rouge, hein. C'est là où tout se passe, tout se dessine, tout se construit. Donc je regardais ça avec un peu des yeux de gamin avant d'intégrer l'équipe. C'est pas une équipe, c'est une grande famille. Je veux dire, les mécanos, ça fait 11 ans qu'ils nous suivent, les ingénieurs pareil, on a grandi ensemble. C'est une grande partie de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle aussi. Il est 7 heures, Versailles s'éveille. Dans quelques jours, le championnat du monde des rallyes 2012 débutera avec le Monte-Carlo. Dans les ateliers de Citroën Racing, on met la dernière main aux préparatifs d'une saison dont on ne devine pas encore toute l'intensité. L'heure est à l'assemblage des DS3 WRC qui seront confiés aux équipages officiels de la marque. Champions du monde à 8 reprises depuis 2004, Sébastien Loeb et Daniel Elena sont en quête d'une 9e couronne consécutive. Ils sont rejoints par les Finlandais Mikko Hirvonen et Jarmo Lehtinen, leurs plus farouches opposants depuis plusieurs saisons. Une fois les voitures assemblées et essayées sur le petit circuit jouxtant l'usine de Satori, elles sont chargées dans les camions. Cap sur Valence, dans la Drôme, pour l'ouverture de la saison. Absent du calendrier du championnat du monde ces 3 dernières années, le rallye Monte-Carlo fait son grand retour. Pour le monégasque Daniel Elena, c'est un juste retour des choses. Si tu veux, c'est le rallye qui a bercé mon enfance. J'ai passé des nuits à écouter à la radio ce qu'on appelait les nuits du Turini avec Bernard Sponberg sur RMC. Ensuite, il y a eu la mobilette, donc j'allais avec la mobilette avec Dong. Après, on y allait avec la voiture, on suivait le Monte-Carlo tout le temps. Et puis ça a été mon premier rallye en championnat du monde, au volant en 97. Donc c'est toute une histoire, c'est l'émotion. Et c'est mon club aussi qui organise. À Entraigle-sur-Volane, au cœur de la Drôme, on attend également avec impatience le Monte-Carlo. Dans son restaurant, la famille Joigny a préparé des centaines de tartes aux pommes qui seront remises aux concurrents lors de leur passage devant le restaurant. La tradition dure depuis plus de 40 ans. Cette histoire remonte dans les années 66, 67. Et ici est arrivée toute l'équipe alpine avec un certain pilote qui s'appelait Jean-Claude Androé, qui a été le premier pilote à venir dans le restaurant. Et c'est un garçon qui aimait beaucoup le douceur, qui aimait la pâtisserie et qui adorait les tartes. Et après, le rallye a commencé à passer devant la remise. Et l'équipe alpine a commencé à s'arrêter pour manger la petite tarte, boire un petit verre d'eau minérale, un petit coup de... Pour eux, c'est l'histoire, la remise, c'est leur histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'étais un petit peu ému. Quand Sébastien Loeb et Daniel Elena se présentent au contrôle de passage installé devant la remise, ils peuvent profiter sans remords de ces quelques calories réconfortantes. L'équipe de la DS3 WRC numéro 1 a signé le meilleur temps de la première spéciale. Même si Jari-Matti Latvala pointe un moment en tête, Loeb reprend le dessus lorsque le Finlandais part à la faute. Cette 80e édition du Monte-Carlo est conforme à la réputation de l'épreuve. Avec du brouillard, du givre et de la glace au menu, les choix de pneumatiques sont épineux. Dans ces conditions, Loeb, Elena et Citroën Racing utilisent toute leur expérience pour cueillir un nouveau succès en principauté. Dès la première épreuve, on se demande qui peut rivaliser. J'ai toujours aimé démarrer les saisons avec des victoires. C'est vrai que, et ça m'est arrivé souvent, quand c'était le Monte-Carlo,
D'ailleurs, le jour où le premier rallye de la saison était la Suède et que j'ai pas gagné, ça y est, c'était déjà la saison de trop. J'avais pas gagné le premier rallye. Qu'est-ce qui s'annonçait? C'était la catastrophe, mais en fait finalement j'ai juste pas gagné le premier rallye parce que c'était la Suède et que je l'ai pas gagné souvent. Mais oui, c'est vrai que commencer avec une victoire, c'est motivant. Saison du ski, la neige est bonne, elle glisse bien. Elle glisse même très bien. Sébastien Loeb ne se souvient sans doute pas que c'était aussi une Citroën qui avait remporté le rallye Monte-Carlo en 1959. 50 ans avant l'ère des WRC, la DS n'était pas seulement la voiture du général de Gaulle, c'était aussi une redoutable compétitrice en rallye. En engageant ces modèles, la marque aux chevrons utilisait déjà la compétition pour éprouver ses innovations technologiques. Parmi les pilotes mythiques de la marque, Philippe Van Berg se souvient justement de la voiture de ses débuts. La ronde s'achève, le rallye d'hiver est terminé. DS21, DS21 boîte hydraulique, je précise, parce que c'est une auto, je sais pas pourquoi, c'est une auto qui me plaisait bien, qui fonctionnait bien à l'époque en course, qui avait des résultats. Dans des différentes marques qui étaient capables de participer à un championnat entre Renault, Peugeot, Citroën, en voiture française, c'était une voiture révolutionnaire un petit peu la DS par le fait de sa suspension et donc pneumatique qui était très intéressante sur des terrains difficiles. Donc je crois que Citroën avait toujours un petit peu d'avance, toujours dans leur solution technique. Après la DS, Citroën poursuit son implication en rallye avec les SM et autres CX. Mais au début des années 80, la compétition entre dans son ère moderne. C'est quand les équipes officielles sont arrivées en nombre avec des moyens importants. Tout d'un coup, ça a explosé, quoi. D'abord parce qu'il y avait un enjeu, il y a des pilotes qui sont arrivés, des marques motivées, des sponsors. Donc tout ça fait que le sport automobile a éclaté. Avec l'avènement du groupe B, Citroën s'appuie d'abord sur la fameuse Visa 1000 pistes. Ses 4 roues motrices et son poids-plume feront le bonheur d'une génération entière de pilotes. Et le groupe B était parti, donc la Visa est arrivée au bon moment. Et déjà, Citroën pensait à développer une voiture plus puissante pour pouvoir se battre avec les Audi, les Turbo 16. Et c'est là où la suite a été un peu douloureuse. La suite, c'est évidemment la BX4TC qui débute au Rallye Monte-Carlo 1986. Au volant, on retrouve Jean-Claude Andruet et Philippe Van Berg. Mais l'aventure tourne court et Citroën se retire après quelques épreuves. La marque fait son grand retour sur la scène internationale en 1990 avec l'engagement de ZX en rallye raid. En 1992, Pierre Lartigue remportait son premier grand succès avec Citroën au Paris-Moscou-Pékin. 20 ans après, les souvenirs sont intacts. C'était vraiment une vraie aventure parce que c'était juste après le mur de Berlin, les pays de l'Est, l'ex-URSS commençait à devenir la Russie. Donc c'était des pays qui commençaient à s'ouvrir. Et ça a été côté humain, c'était exceptionnel. Et grâce à ce rallye Paris-Moscou-Pékin organisé par René Melge, il nous a fait découvrir quelque chose de formidable. La Chine, c'est pareil, jamais on n'aurait pu passer en Chine si on n'était pas passé avec le rallye. Les gens étaient très très sympathiques, les gens étaient encore habillés en Mao, c'était encore la vieille Chine. Par rapport à maintenant, c'est le jour et la nuit. De ce côté-là, c'était une aventure exceptionnelle. Courir pendant un mois, on est parti le 1er septembre, on est arrivé à la fin septembre à Pékin. Tout le monde était fatigué, mais grâce à cette victoire, Citroën a pu continuer. C'était quelque chose d'exceptionnel. Citroën et le rallye raid, c'est une histoire qui va durer jusqu'à la fin de la saison 1997.
Après 4 victoires au Dakar et 5 titres mondiaux, la marque pouvait se tourner vers de nouveaux défis. Avec la Xara Kitcar, l'équipe ne tarde pas à se hisser parmi les meilleurs. En 1999, Philippe Bugalski et Jean-Paul Caroni remportent le rallye de Catalogne et le Tour de Corse. Il s'agit du véritable coup d'envoi de l'engagement de Citroën en championnat du monde des rallyes. Avec 2 roues motrices supplémentaires et un turbo, la Xara devient WRC. Et c'est à cette époque qu'un jeune homme timide gagne peu à peu sa place au sein de l'équipe. La première fois que je l'ai rencontré, alors Sébastien Simon Daniel, parce qu'en fait c'était en même temps, c'était pour une séance d'essai, ils faisaient une séance d'essai avec la Saxo. Je les ai rencontrés là, pour la première fois, donc ils étaient très timides. Bon, Daniel un peu moins, hein, on le connaît, il était déjà pas trop timide et il était déjà pas assez timide à l'époque. Mais Seb me paraissait très réservé. Alors timide, peut-être que c'était moi à l'époque et il est devenu réservé avec les années. Où on s'est vraiment rencontrés, je crois, c'est lors d'un San Remo 2001, où il était dans le même hôtel que nous, et il n'arrêtait pas de nous harceler en question. Il n'arrêtait pas. Et le soir, on avait envie d'aller manger tranquille avec lui au resto. Et pour être honnête jusqu'au bout, on l'évitait. Parce qu'on avait pris, il va venir encore manger avec nous, il n'a pas arrêté, il va nous saouler. Donc, voilà, mon premier rapport, c'était celui-là. Bien amical, bien sûr. Hein. La dernière étape a été franchie lors des essais terres, quand l'ensemble de l'équipe, et Jean-Claude Bocard y compris, a vu la façon dont il pilotait. Et là, Jean-Claude a fait le meilleur compliment qu'il pouvait faire à un pilote, d'après lui, c'est quand il a dit à Sébastien, tu me rappelles Salonen. C'est-à-dire la pureté dans le geste et dans les trajectoires, et ça c'était quand même synonyme d'une grande capacité à faire des choses extraordinaires. Personnellement, le truc qui m'a le plus marqué, c'est le Monte Carlo 2003, même si avant on s'est rendu compte que Seb il était exceptionnel et qu'il avait un talent incroyable et tout ça. Moi, c'est vraiment ce jour-là où en fait on a dans notre équipe Carlos et Colline. Déjà on se dit bon, on a 2 mecs qui sont champions du monde, normalement ils savent de quoi ils parlent et tout. Et Seb il les tape au premier rallye, il fait premier devant le Monte Carlo et on fait un triplé pour Citroën, c'est juste le truc énormissime. Je dis souvent ce truc-là, je me vois marcher en revenant de la zone média et arriver vers la zone d'assistance, c'était juste mais vachement de monde partout et c'était peut-être une des premières fois où on voyait autant de monde autour de notre marque, de notre équipe, de nos pilotes et tout. Et là je me suis dit waouh, je travaille pour les Rolling Stones quoi. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Sébastien Loeb et Daniel Elena ne vont pas rester longtemps dans le rôle des outsiders. Ensemble, ils vont vite devenir des références avant de faire tomber tous les records de l'histoire du WRC. Au volant de la Xara, de la C4 et de la DS3 WRC, ils vont accumuler 76 victoires et 9 titres mondiaux de 2004 à 2012. Cet équipage phénoménal permettra également à Citroën de remporter 8 titres mondiaux, série en cours. À tout juste 24 ans, Thierry Neuville a grandi en suivant les exploits de Sébastien Loeb. Nouveau venu au sein de l'équipe Citroën Racing cette saison, le jeune Belge ne s'est pas fait prier lorsqu'il a été question de venir découvrir quelques modèles mythiques en compagnie de 2 pilotes de légende. Et là, le frein, c'est juste le... Bah, c'est un petit champignon. Ah ouais. Où il y a vraiment une sensibilité. Ouais, tu touches, c'est... Et ça bloque les roues. Mais ça fonctionne bien. Non, t'arrives à doser un petit peu quand même. Ouais. Alors, la 1000 pistes. Moi, j'étais étonné de la voiture comme c'est super facile à piloter. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de frein. Hein. Allez, ta voiture, ça, celle-là... Ça, c'est la tienne. Non, celle-là, cette voiture-là, elle a gagné le Paris-Moscou-Pékin. Et ça a été la dernière course aussi en jaune, parce que comme il y avait le tabac, donc depuis cette date-là, après cette course, elles sont devenues rouges, les voitures. Ah, c'était fait pour les petits. Ça fait 1m80 quand même. Hein. Ah ouais. Et là, il y a un frein à main. Ouais. Mais moi, je m'en servais pas. À l'arrivée du spécial, il y avait un mariage, c'était en Mongolie chinoise. Et le mari,
il était derrière ma place et moi je suis parti avec la marée. Ah, c'est vrai? Celle-là, j'ai jamais conduit, moi. Franchement, c'est très très beau. Vous êtes bien installé, là, je vois. Juste à ma taille. Tu vois quoi, là? Non, mais il faut pas regarder. Non, mais là, sur le goudron, tu... Ici, il y a de la place. Ben voilà, celle-ci, je connais beaucoup mieux. Ah, alors explique-nous. Quand on voit, justement, l'histoire qu'on vient de faire, on arrive ici, on est au bout, quoi. C'est beaucoup d'électronique, mais tout est bien pensé pour changer les pièces quand il faut. Bon, ça, je sais pas. Revenons au présent et à la saison 2012 qui se poursuit sur les chemins gelés de la campagne suédoise. Tanké dans un petit mur de neige en début de course, Sébastien Loeb est vite écarté de la lutte pour la victoire. Les chances de Citroën reposent sur les épaules de Mikko Hirvonen, qui évolue sur un de ses terrains de jeu favoris. La bagarre avec Latvala est splendide. À coups de seconde, les deux rivaux repoussent leurs limites. Un peu moins à l'aise quand la glace cède la place à la terre gelée, Nico doit se contenter de la deuxième place. La victoire n'est que partie remise. Le temps d'adaptation a beaucoup joué. Nico, en Suède, il était encore novice au volant de la DS3. Le sentiment qu'on a, et le sentiment que j'ai, c'est qu'on ferait la Suède aujourd'hui, Nico gagnerait la Suède. Après 2 premières épreuves hivernales, le championnat traverse l'Atlantique pour rejoindre le Mexique. Comme chaque année, la petite colonie du WRC retrouve avec plaisir la ville de Guanajuato. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'ancienne cité minière sert de théâtre au coup d'envoi de l'épreuve. Comme souvent en début de course, Jari-Matti Latvala est à la pointe du combat face au pilote Citroën. Mais lorsque le Finlandais rencontre des problèmes, les DS3 WRC récupèrent les 2 premières places. Malgré la résistance farouche de Nico, Seb creuse inexorablement l'écart. 1 seconde par-ci, 2 secondes par-là, Loeb démontre qu'il est le plus fort. Samedi midi, Yves Maton décide de figer les positions pour assurer le premier doublé de la saison. Malgré une pointe de frustration bien légitime, Mikko Hirvonen accepte la décision du directeur de Citroën Racing. I knew when I signed it, that Sebastian is really the man at Citroën. He was 8 times world champion, so I knew that might come in front of me, but I was all the time thinking more in the future. And anyway, the team was new for me, car was new, so I was ready to be in the background, so to say, and find my place in the team and find my speed with the car as well. So the main thing for me was to prove that I can be in a good pace and really close to Sebastian. And in a way, if the team has to give us team orders, then for me it proved okay. I achieved that goal and I was in a good speed. Loeb vainqueur, Hirvonen deuxième, Citroën débute de la meilleure des manières la longue série de 6 épreuves sur terre.
Pourtant, au Portugal, c'est la douche froide. Dès le premier jour, Sébastien Loeb et Daniel Elena abandonnent sur sortie de route. Sur attention, ciel, pour droite, 126 pour ouvre, et fait encore 43,5. Droite. Seb et Daniel se sont appropriés tous les records, y compris celui de la fiabilité. Avec moins de 10 sorties de route éliminatoires en 150 rallyes disputés sous les couleurs officielles de Citroën, le duo accepte avec philosophie ces moments frustrants. Aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit où je me dis ça fait partie de la course. Voilà, je m'en veux pas éternellement. J'essaie d'oublier rapidement ce qui se passe quand même souvent. Et puis voilà, après, je passe à autre chose. Plus jeune, en début de carrière, quand tu essaies de faire tes preuves et de faire ta place, c'est différent. Aujourd'hui, je sais que voilà, j'en ai pas fait énormément dans ma carrière, ça fait partie de la course. C'est con, hein, quand Daniel me dit à droite et que je pars à gauche de nuit sur un sommet, après tu dis c'est con quand même, hein, mais bon, après il faut l'accepter, quoi. Copieusement arrosé, ce rallye du Portugal est marqué par d'innombrables sorties de route. Dans ces moments où il faut avant tout savoir rester sur la route, la fiabilité de Mikko Hirvonen et Jarmo Lehtinen s'émerveille. Les Finlandais passent sur le podium en vainqueurs pour le plus grand bonheur de toute l'équipe. Mais quelques heures plus tard, la DS3 WRC numéro 2 est déclassée à l'issue des contrôles techniques. Je me vois encore l'arrivée du rallye. Mikko, il y avait son père, ses enfants, enfin, toute l'équipe était très contente, on vivait ça, c'est fantastique. Et là, quand on m'appelle, quand Cédric m'appelle, moi j'étais dans ma chambre d'hôtel, Cédric était au vérif, il me dit il y a un problème sur l'embrayage. Bon, d'abord on se dit il y a une erreur, c'est pas possible. Quand on réalise qu'il y a vraiment un problème, rapidement, compte tenu de la pièce et du type d'homologation, j'ai tout de suite vu qu'on allait avoir un gros problème. Ce moment de, moi j'appelle ça de honte, quoi, en fait il est quand même rapidement dépassé par l'envie que ça n'arrive plus, la réaction. Tout le monde effectivement est prêt à se remettre en cause. C'est positif, quoi. Donc on a quand même su surpasser ce point assez rapidement, d'autant que dès la course suivante, on a gagné. Donc bon, ça nous a aidé aussi, quoi. Ils auraient eu de bonnes raisons d'être en colère, mais en grands gentlemen qu'ils sont, Mikko et Jarmo se sont montrés totalement solidaires de leur nouvelle famille. We know that this is a team sport and we can do a mistake. Mechanic can do a mistake in a service. Team can do a mistake when they build a car. It's a bustle and it's just a part of the game. Mistakes happen as long as there is human beings doing things, and you just need to understand that and don't get too disturbed about it, and just look forward after that and learn your mistakes. Avant de rejoindre la province de Cordoba pour disputer le rallye d'Argentine, les équipages Citroën font étape à Buenos Aires pour quelques jours. Roadshow dans les rues de la capitale, activités promotionnelles, mais aussi moments de détente figurent au programme d'un rendez-vous devenu traditionnel au fil des années. Le rallye débute sur un rythme très élevé. En pleine progression, Mikko Hirvonen met Sébastien Loeb sous pression. Les deux pilotes Citroën bouclent la première journée en tête avec un dixième de seconde d'écart. Le lendemain, Seb parvient à faire le break tandis que la concurrence se prend les pieds dans le tapis. Daniel Elena peut apprécier sereinement la fin de course. Moi, ce que je retiens du rallye d'Argentine, c'est le monde qui dorment dans les spéciales, qui vivent le rallye. Ils ne se déplacent pas, ils campent là pendant 2 ou 3 jours. Et le meilleur moment, c'est dans la Cumbre, quand tu montes dans les épingles
et que t'as l'odeur des barbecues qui te rentre dans la caisse et tu te dis mais pourquoi on s'arrête pas à manger une bonne saucisse avec eux quoi. Ça c'est magique. Après ce doublé des Rouges, le WRC revient en Europe pour le rallye de l'Acropole. La première journée de course est passionnante, avec Loeb, Latvala, Hirvonen et Solberg qui se battent à coups de seconde sur les chemins de terre grecque. La deuxième étape élimine Jari-Matti Latvala de la course à la victoire, mais Peter Solberg maintient la pression sur Sébastien Loeb. Le dimanche, c'est au tour du Norvégien d'abdiquer après avoir arraché une roue. Mais en rallye plus qu'ailleurs, rien n'est jamais terminé avant la ligne d'arrivée. L'adrénaline monte d'un coup dans le clan Citroën quand la DS3 numéro 1 est signalée arrêtée à quelques kilomètres de l'arrivée. Victime d'une crevaison, Sébastien Loeb et Daniel Elena réussissent l'exploit de conserver la tête en changeant la roue en à peine plus d'une minute. Moi, je sors de la voiture, je prends la péteuse, je vais à la roue, j'enlève les écrous, lui sort de la voiture, il va au coffre, il prend le cric, il me le jette et il prend la roue de secours et puis voilà. Donc c'est pas très compliqué. Après, c'est juste une histoire d'organisation, aussi de préparation par l'équipe quand même, parce que il y a des voitures où la roue de secours elle est dans le coffre et le cric est dans la porte et machin, et il faut tout ouvrir de partout. Chez nous, ça a été réfléchi pour le faire le plus vite possible. À l'arrivée, Seb et Daniel remportent donc la victoire, 40 secondes devant leurs équipiers. La première partie de la saison s'achève en Nouvelle-Zélande. Après un voyage de près de 20 000 km, il faut habituer les organismes au décalage horaire. Mikko Hirvonen et Thierry Neuville ont une méthode bien à eux. On est des malades, mais vraiment. Place ensuite à la course, sur ce qui est sans doute le plus beau terrain de jeu au monde. En juin, c'est l'hiver aux antipodes. Effectués en fonction des conditions climatiques, les choix de pneumatiques sont cruciaux. Citroën retient les bonnes options pour le début de la course. Mikko Hirvonen prend la tête devant Sébastien Loeb. Mais Seb attaque et reprend le dessus dans la toute dernière spéciale du jour. Les deux pilotes Citroën vont avoir la possibilité de se battre tout au long de la deuxième étape. Loeb reste en tête, sans parvenir à creuser l'écart sur Hirvonen. Derrière, les rangs des adversaires sont dessinés et le troisième est relégué à 1 minute et demie. Yves Maton demande alors à ses pilotes d'assurer le doublé. C'était important de les laisser rouler, déjà que Mikko ne dise pas que chaque fois qu'on a de l'avance et que Seb repasse devant lui d'office, la spéciale d'après c'est fini. Je pense que c'est important aussi pour faire les spéciales rapides ici, pour préparer la Finlande, pour qu'il soit super bien pour la Finlande. Comme je vous l'ai dit à Satori, gardez-le pour vous, si ça se passe bien et que ça continue comme ça d'ici demain soir, en Finlande, c'est quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de consigne de course. Après les 7 premiers rallyes, le bilan est éloquent. Vainqueur à 5 reprises, Sébastien Loeb caracole en tête du championnat du monde. Mais ce n'est pas suffisant pour qu'il s'autorise à relâcher la pression. Moi, je me dis jamais il est dans la poche, parce que je doute toujours, je suis jamais... Et le rallye, quand même, c'est vrai que ça sourit souvent et qu'on n'a pas du tout à se plaindre à ce niveau-là, mais quand tu vois tout ce qui est mis en place et tout ce qui doit être réuni pour gagner un rallye, tu ne peux pas arriver sur un rallye en disant voilà, on va encore le gagner, le championnat s'est bouclé, etc. Tu n'es jamais à l'abri de quelque chose. Mais c'est vrai qu'on était dans une période où tout allait bien, on était en confiance, on avait repris confiance dans la voiture sur la terre, parce qu'en début de saison, on est quand même passé par une période de doute. L'auto n'était pas au mieux, donc on a commencé à réagir un petit peu en changeant des petits points de setup en Argentine, qu'on a confirmé ensuite en Grèce. C'est un ensemble de petites choses, ça n'a pas été des grosses révolutions, mais la voiture a réussi à faire un bond en perfo, et donc là on a à nouveau pris de l'oxygène en termes de vitesse pure, et les doublés ont été à la régulière.
Avec 6 victoires obtenues lors des 8 premiers rallyes de la saison, Sébastien Loeb a déjà creusé un écart conséquent en tête du championnat du monde. Depuis des années, une question obsède tous les passionnés. Qu'est-ce qui le rend si fort? On est arrivé à déterminer que ce gars avait une capacité à s'adapter au niveau de contraintes exigées dans l'instant. Plus on augmente les contraintes, plus il a cette capacité d'aller chercher des informations dans son corps, sans passer par une réflexion corticale, mentale, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de limite. Et ça rejoint cette fameuse phrase qu'il m'avait dit il y a bien longtemps, quand j'arrive à la limite, s'ouvre à moi un espace de liberté. Donc quand il arrive à la limite, il a tellement de capacité de puiser dans sa bibliothèque, je l'appelle comme ça, que il n'est jamais dépassé. On peut travailler ça en isolant un capteur. Par exemple, si on parle de l'anticipation, à travers la vision, on peut travailler ça avec des systèmes de diodes qu'il faut éteindre, qui sont devant, derrière, et on crée, en fait, on peut le faire avec n'importe quoi. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est créer la boucle neurologique, donc créer les conditions de l'expérience, et une fois que l'expérience a été créée et perçue et conscientisée, après, il suffit de l'entraîner pour l'accélérer. Ce qui fait la force de Sébastien Loeb, c'est aussi la précision et la pureté de son pilotage. Des qualités qu'il cultive en circuit depuis de nombreuses années. Deuxième des 24 heures du Mans en 2006, le phénomène Loeb avait également eu l'occasion de briller au volant d'une Formule 1 lors d'essais organisés par Red Bull Racing. Coïncidence ou pas, tous les pilotes de pointe du WRC s'entraînent désormais sur circuit pour tenter de rivaliser avec le maître sur les rallyes asphalte comme l'Allemagne, la France ou la Catalogne. Le pilotage d'une WRC sur l'asphalte, même si c'est différent d'une monoplace, les habitudes, les réflexes, les automatismes sont les mêmes. Et la théorie, rien de mieux que d'aller la bosser sur circuit parce que ça accentue les défauts, ça va exacerber toutes les qualités d'un pilote. Donc à partir de toutes ces données qu'on peut récolter en circuit, on arrive à dupliquer ça sur un rallye et faire progresser le pilote. Je pense que d'un point de vue perso sur le cas Miko, ça lui a vraiment servi. C'est facile de mettre le doigt sur des problèmes avec des acquisitions de données sur circuit parce que c'est répétable. On a des outils de travail qui sont différents forcément d'un rallye où c'est que même sur une séance d'essai, les conditions varient beaucoup plus, une spéciale est beaucoup plus longue, il n'y a pas de virages les mêmes. Là, quand tu passes 50 fois dans une journée sur le même virage, tu arrives facilement à jauger ton évolution. Donc c'est l'intérêt, il est là, et puis j'espère quand même on renouvellera cette expérience parce que ça lui servira forcément. À leur tour, Nico Hirvonen et Thierry Neuville ont goûté aux joies de la monoplace sur le circuit du Mans. Tout en gardant en tête les différences entre une piste de quelques kilomètres et une spéciale aux conditions changeantes, les pilotes Citroën ont trouvé des axes de progression pour leur pilotage. It helps you to understand and realize different ways of driving and braking, how you could maybe brake a bit more efficiency. But in rallying it's a bit more complicated and every corner is always different, so you don't have so clear braking points where to start braking. Ça m'a semblé vachement logique sur le circuit, mais en arrivant sur le rallye, c'est beaucoup moins évident parce qu'on roule à la note, on ne connaît pas le parcours par cœur, il y a des graviers qui s'ajoutent. Même si dans ma tête je ne peux pas y croire et que je veux me battre contre ça, c'est que Seb il veut arrêter. Il veut arrêter fin d'année. Il fallait bien que ça arrive un jour. Objet de toutes les interrogations et fantasmes depuis quelques années, la retraite de Sébastien Loeb et Daniel Elena prend une tournure concrète en milieu d'année. À la veille de la reprise du championnat en Finlande, le duo le plus titré de l'histoire semble avoir pris sa décision. Qu'est-ce que j'ai à prouver? En fait, en rallye, je me dis que j'ai pas grand-chose à prouver. J'ai gagné 8 titres, j'espère en gagner 9 cette année. Que j'en fasse 8, 9 ou 10, ça ne changera rien à la suite de ma carrière. Et dans le côté, si j'ai envie de rebondir dans un nouveau programme et de faire autre chose après, il ne faut pas non plus attendre d'avoir 50 ans. Aujourd'hui, la volonté de continuer à rallye, c'est de peser le pour et le contre entre le temps passé en essai, et en
locaux et en déplacement et le risque qu'on prend en course, etc., face au plaisir que j'en retire. Et donc voilà, je me dis qu'un jour il faut arrêter. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis encore performant, mais bon, un jour il faut passer à autre chose. On a des enfants. Et moi je vois Dorine, elle me réclame tout le temps, hein. Elle va avoir 10 ans juste après le Deutschland, j'ai pas vu ces 10 ans quoi, et Roman 6 ans pareil, donc on va en profiter un petit peu plus, mais c'est sûr qu'après le côté d'être là, l'adrénaline, d'être à 100% tout le temps, c'est sûr que ça va faire bizarre. Sébastien Loeb a beau vouloir arrêter le rallye, il ne compte pas raccrocher sa combinaison pour autant. Je suis quand même encore plus pilote dans l'âme que team manager et j'ai toujours envie de courir, donc mais peut-être de relever des nouveaux défis, de nouvelles choses, même si c'est pas la même ampleur que le championnat du monde des rallyes. Moi, continuer dans une autre discipline différente avec des nouveaux challenges, ça me dit bien. Donc voilà, il y a des choses qui sont envisagées, on est en train d'en discuter. Il faut voir ce que la direction de Citroën va penser de tout ça. On se doit de regarder toutes les options. Il n'y en a pas tant que ça déjà. Enfin, je veux dire, une discipline majeure en sport automobile avec une exposition correcte et un rapport, je dirais, retombées et coûts intéressant, ça commence à faire beaucoup de conditions. En circuit, la seule voie possible pour le moment, c'est le WTCC. Donc on est en train de regarder ce qu'on peut faire ensemble en WTCC à partir de, je sais pas bien quand, je dirais, on va dire courant 2014, mais pour le moment, c'est pas encore bien défendu. Dans le même temps, Citroën Racing se doit de sécuriser son avenir grâce à l'apport de sponsors. Débuté avec l'engagement d'une DS3 WRC pour Nasser Al-Attiyah, le partenariat avec le Qatar devait déboucher sur une visibilité plus conséquente à partir de 2013. Mais à ce stade de la saison, les négociations vont bon train avec une autre entité. Je dirais qu'Abu Dhabi a été le plus rapide, puisque, je dirais, entre le rallye de l'Acropole et maintenant, j'ai un papier issu d'Abu Dhabi, avec une somme dessus, je dirais, assez conséquente, des conditions claires, nettes. Le rallye de Finlande, c'est un peu le Grand Prix de Monaco du WRC. L'épreuve que tous les pilotes, que toutes les équipes rêvent de gagner. Pendant des années, on n'était pas très loin. On a souvent fait des bonnes performances en Suède et en Finlande avant de gagner la Finlande. Mais il nous manquait toujours la petite chose qui faisait que tu réussissais à gagner. On a compris enfin ce qu'il fallait pour faire une bonne voiture gagnante en Finlande en 2008 à l'issue de nos erreurs de 2007. Victorieux en 2008 et 2011, Sébastien Loeb ne craint plus personne sur ce terrain si particulier. À voiture égale, Mikko Hirvonen compte bien décrocher un second succès sur ses terres. Mais cette fois-ci encore, c'est Sébastien Loeb qui aura le dernier mot. Les quelques secondes d'avance qu'il prend le jeudi soir, Mikko Hirvonen ne parviendra jamais à les rattraper. I was sure that I will catch that up, that it's not too much, that I can take it back, but I was wrong. You know, Sebastian, he's really good, and he has a lot of experience from Finland as well. So I could get close. I think the closest I was in 3 seconds, but that was it. So it was really close fight all the way through, but it was just not enough. J'ai fait un rallye parfait pour moi. Zéro faute, 100% à l'aise, serein, confiant. C'était la première fois que j'étais aussi confiant en Finlande. Et pourtant, Mikko et Jarmo auront tout tenté pour s'imposer à domicile. Le samedi, le rallye se terminait par la mythique spéciale d'Uninpuja, un tronçon avalé à 130 km/h de moyenne. There is no words. It's when things happen like those both Onnenbogen stages, they were almost like perfect stages from both Mikko and myself, and it's kind of
when I'm reading the bass notes and you're fully focused, it's kind of looking a movie. I'm delivering the bass notes early enough for him to react, and it's kind of, you kind of have like a picture in your mind what's coming behind the corner, and that's like peeking into a future. It's something you can't really describe how it is. It's unbelievable. There is nothing else in the world but Mikko and myself and the car, and you can almost say that there is only a one like a thing. It's not two drivers and a one car, it's a one thing when everything is going perfect. Malgré un chrono record, les Finlandais s'inclinaient pour 6 petites secondes. Mais il s'agissait bien d'un 4e doublé pour l'équipe, le premier obtenu sur ce rallye mythique. Since I was very small, it was always my dream to become a rally driver. And when I was 5 or 6 years old, that's the time when my father was still driving. And he just did some national rallies in Finland, and ever since I wanted to be a rally driver myself. First time I drove, I was only 5, so very small, and we had lots of pillows behind my back and in the seat that I could reach the pedals. And I started with my mom's Fiat in the frozen lake, and that's the first time I drove and tried a car. Le rallye, c'est une passion qui habite Mikko Hirvonen depuis toujours. Mais il est loin d'être le seul en Finlande. Ice hockey is maybe the biggest sport in Finland, which all the boys they play in some part of their lives, and then motorsport is maybe the second. And a lot of my friends, similar age or year older, they were interested in cars, and we had a group of people, friends, who are always used to race in the frozen lake. So 15 was the age I could take part of rallycross, in like junior rallycross in Finland. That was when I started competing. Until that, I was just working on the cars around the house and driving in the frozen lake. But then I did that 3 years, like in the junior class. Then when I got my driving license when I was 18, then I started rallying in Finland right away. And then slowly started to get further. Les Finlandais ne sont pas seulement passionnés de rallye, ils sont aussi très solidaires lorsqu'il s'agit de pousser l'un des leurs vers le plus haut niveau. Comme d'autres avant et après lui, Mikko a bénéficié de cette filière. 2001, I was doing Finnish Championship, and that was my second year in the Finnish Championship, and we were fighting for the title until the last stage, and in the end got a puncture and we became second, surprisingly. So, but after that season, after that race, I had a call from a guy who said that there's going to be a test arranged around Jyväskylä, and there will be 4 drivers invited, and I was one of them, and that was my first contact to Timo Joukki, who is now my manager. He's been a manager basically for all the drivers in Finland, Tommi Mäkinen and Juha Kankkunen and everybody. We went to the test, and the test went really well, and then he started to support me and kind of helped me with my career. So since then, since end of 2001, it's been really only thing what I've done, just planning my career and try to get further. Avec 7 pilotes titrés depuis 1977, la Finlande est la nation la plus fertile en champion du monde des rallyes. Ce succès s'explique sans doute par la nature des routes du pays, ponctuées de ces fameux jumps. Mikko, qui poursuivra peut-être la lignée après ses 4 titres de vice-champion du monde, nous a livré quelques-uns de ses secrets. We are in Finland, and we are now in very typical Finnish gravel road. It's quite wide, and from the surface you can see that's kind of a surface we call country tarmac. It's very compact gravel, and there's a very good grip if it's clean, but if there's a little bit loose gravel on top, it's very, very slippy. And this is actually a famous old stage in Finland which has not been used in years, and it's called Humalamäki. Very fast with big jumps. Rally Finland and these roads, which is very important, is the lines, because we have so much speed all the time, and because the roads are wide, it's maybe a little bit like in Formula 1 that you have to have a perfect line all the time, that you can get the best time and you don't kind of go too wide, and you can carry the speed through the corners. So like you have to use the whole road and then take always the inside of the corner, but also think about the jumps at the same time as well.
shape of the jump or off the crest. You know, it can kick the car differently up in the air as well. So if it's very sharp, obviously the car will kick a little bit and it will jump higher. But if it's just very, very kind of a long slope, then maybe the car just goes a little bit light. But it depends how fast you are going over the jump. And that's the tricky part sometimes, because in the recce we can only do 80 kph. But because the roads are so fast, in the rally we come here with 150 or 180 kph, and the jump can be really massive. Sometimes you need to turn the car before the jump, so that you are kind of some places you can jump over the inside ditch. You fly sideways over the ditch and land in a perfect line on the road. In one sense, it's natural. This is the roads we use to kind of when we do rallies in Finland. But okay, Sebastian was really fast in Rally Finland as well. So the more you come here, the more you get experience as well. And it's not only the Finns anymore who are fast in these roads, but maybe in some new stages, maybe sometimes we have a small advantage if there's lots of jumps and it's very technical. And for me, that's the best feeling when you are just in the air with the rally car going sideways. It is, yeah. I prefer it. Après une longue série de 6 rallyes sur terre, le WRC retrouve l'asphalte en Allemagne. Déjà 8 fois vainqueurs de cette épreuve entre 2002 et 2010, Seb et Daniel ont établi un record en la matière. C'est dire s'ils font figure de favoris. Comme souvent cette saison, une météo instable et des choix de pneumatiques cornéliens viennent pimenter la course. Pas de quoi déstabiliser la machine à gagner, en tête de la première à la dernière spéciale. Il n'y a pas eu de match sur les bords de la Moselle. Après l'Argentine, la Grèce, la Nouvelle-Zélande et la Finlande, Seb creuse un peu plus l'écart avec cette 5e victoire consécutive. Cap ensuite sur le pays de Galles pour le rallye de Grande-Bretagne. Sur un terrain extrêmement glissant, les DS3 WRC souffrent face à leur rival. Intouchable, Jari-Matti Latvala file vers sa 2e victoire de la saison. Après avoir passé Peter Solberg en toute fin de course, Seb se contente de ce résultat. Quand on fait 2e, c'est pas une défaite. Contrairement à ce que plein de journalistes ont pensé là-bas, etc. On peut pas tout le temps gagner, quoi. Et finalement, moi, une 2e place en Angleterre, par rapport au championnat, par rapport à tout le contexte qu'il y avait autour, ça m'allait très bien. C'est un terrain sur lequel Ford a toujours été bien, Latvala a toujours été bien. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on gagne partout. Ça a été interprété comme une défaite, mais pour moi, c'était un bon résultat. D'accord. Hein? 2e et 5e à Cardiff, Loeb et Hirvonen éliminent de la course au titre tous les autres pilotes. Au vu de son avance, Sébastien Loeb peut considérer que son 9e sacre n'est plus très loin. Esquissé au mois de juin, le futur de Citroën Racing et de Sébastien Loeb s'est précisé au cours de l'été. Il y a 2 aspects. Il y a le premier aspect qui est la confirmation du partenariat avec Abu Dhabi. Et donc Abu Dhabi nous permet de continuer notre programme en WRC et de pérenniser l'investissement qu'on a eu sur les 10 dernières années en WRC. Le deuxième aspect, c'est le désir de Seb
d'être ambassadeur de la marque Citroën et le désir de la marque Citroën de continuer à, je dirais, utiliser en commun l'image de Seb et l'image de Citroën qui se marient très bien. Et ce qui paraît évident, c'est que Seb veut faire du circuit et que pour la marque, un investissement en WTC peut avoir un intérêt parce que 50% des retombées du WTC sont en dehors de l'Europe et entre autres sur des marchés qui sont intéressants pour la marque à terme. L'annonce du programme 2013 va s'effectuer lors de l'ouverture du Mondial de l'Automobile de Paris. Soigneusement choisi, ce moment témoigne de l'importance qu'accorde la marque au sport automobile. Je crois que le sport automobile, au cours des 10 dernières années, a joué un rôle indéniable dans la transformation de l'image de Citroën. Quand on regarde où était Citroën à la fin des années 90, on était vraiment dans une mauvaise position. Citroën n'avait plus comme client que ses anciens clients. Citroën avait perdu tout attache avec ce qui fait son ADN. Son ADN, c'est de l'innovation, c'est de la créativité. Il y a un travail formidable fait, bien sûr, sur le produit au cours des dernières années, qui a transformé la gamme de Citroën, travail fait sur l'image, mais le sport automobile a joué sa part, j'en suis convaincu. C'est aussi une chance extraordinaire, il ne faut pas se le cacher, d'avoir eu Sébastien Loeb, qui a une image et une notoriété énorme qu'aucun pilote de rallye, je pense, n'avait jamais eu. Je crois que hors les fans de sport automobile, personne ne connaît le nom des pilotes de rallye, alors que tout le monde connaît le nom de Sébastien Loeb. Et la chance fantastique qu'on a, c'est que son histoire s'est bâtie en même temps que l'histoire de Citroën. Et cette histoire est loin d'être terminée. À quelques minutes d'une annonce qui va surprendre la plupart des observateurs, Sébastien Loeb ne cache pas son excitation. Oui, vraiment, c'est quelque chose qui me plaît. C'est vrai qu'aujourd'hui, je dis pas, le rallye, c'est au niveau pilotage, je pense que c'est ce qu'il y a de plus fort, au niveau sensation, improvisation, etc. Par contre, ça fait des années que j'y suis, j'ai tout gagné, et de pouvoir partir dans un nouveau projet avec Citroën, avec qui on a tout gagné ensemble en rallye, c'est vrai que pour moi, c'est la solution idéale. J'ai d'un côté envie de calmer et d'arrêter le rallye, et d'un autre côté, j'ai pas envie de me retrouver retraité. Donc c'est un nouveau challenge, c'est un autre style de pilotage où j'aurais beaucoup de choses à apprendre, Citroën aussi, mais voilà, c'est vrai que c'est excitant d'avoir un nouveau défi comme ça. Avec un avenir tracé, Sébastien Loeb et Citroën Racing vont pouvoir se focaliser sur le week-end le plus important de l'année. Même s'il reste 3 rallyes à disputer, les titres mondiaux sont à la porte de l'Armée Rouge dès le Rallye de France. Depuis que l'Alsace a remplacé le Tour de Corse au calendrier, l'épreuve a pris une toute autre dimension populaire. Des centaines de milliers de spectateurs font bloc derrière l'enfant du pays. La première année, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Je me disais, bon, il y aura au moins autant de monde qu'en Allemagne. Mais l'ampleur que ça avait pris là-bas, c'était vraiment impressionnant. La pression est clairement sur les épaules de Seb et de Citroën, mais l'équipe, dans son ensemble, cherche à s'isoler dans une bulle de sérénité. Du début des reconnaissances jusqu'au podium, on essaye justement d'évacuer ce surplus de pression en considérant le plus possible ce rallye comme un autre pour ne pas se laisser envahir par l'enjeu. Le plus dur à gérer, c'est la foule et les journalistes. Ça, c'est juste un enfer. Le seul moment où tu es bien au Rallye de France, quand tu es bien le cul dans la caisse avec le casque sur la tête, qu'il n'y a personne, quoi. Là, tu es bien. Et donc là, tu peux te concentrer, te donner à fond dans les spéciales. Au volant avec le casque sur la tête, Seb est souverain. Porté par son public, il prend la course en main dès les premières spéciales. Après, c'était un rallye assez simple, à part la dernière journée où il a plu, où c'était des conditions un peu, pas apocalyptiques, mais par rapport à nos pneus, oui.
mais on avait suffisamment d'avance pour pouvoir gérer. Pendant que Seb et Daniel s'assuraient de la victoire, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul s'illustraient en alignant les meilleurs temps. Démontrant une impressionnante pointe de vitesse sur des terrains aussi difficiles que la Nouvelle-Zélande ou la Finlande, l'équipage belge avait aussi connu un manque de réussite chronique. En Alsace, rien ne venait arrêter leur progression et ils décrochaient la 4e place derrière Nico et Yarmo. Cela restera leur meilleur résultat de la saison. Le Rallye de France m'a réussi parce que j'avais déjà participé en 2010, donc je connaissais un petit peu le parcours. J'avais super bien préparé, c'est du asphalte où je me sens beaucoup mieux à l'aise que sur la terre. Et surtout, c'était des conditions délicates, comme on les connaît un peu sur les routes en Belgique. Comme ma première saison, c'était en championnat de Belgique, j'ai appris à freiner tard dans la boue et tourner propre et réaccélérer vite. La tension se relâchait quand la DS3 WRC numéro 1 coupait la ligne d'arrivée en vainqueur. Instantanément, une douce euphorie venait envahir le parc d'assistance. L'émotion, c'est surtout de voir que l'équipe que j'ai créée continue à gagner et de garder cette solidarité fantastique qui lui permet de gagner son partage, et ça, c'est fantastique. Quand tu as été là pour le premier titre de Seb et que tu te dis que ça va être le dernier, ben, c'est quand même un moment de la vie quand tu es un passionné de sport automobile. C'est un travail d'équipe extraordinaire pour lequel il faut féliciter tout le monde. Sébastien et Daniel étant la partie la plus émergée de l'iceberg. Il faut aussi associer nos partenaires Red Bull et je disais tout à l'heure Michelin, Total, Citroën, 3 grandes entreprises françaises qui marquent de leur empreinte le sport auto. Je pense qu'on peut en être fiers. Puis toute l'équipe prenait la direction du podium. Un podium sur lequel ils étaient accueillis comme de véritables rockstars. Les podiums, ils sont ce qu'ils sont. Des fois, il y a une belle ambiance, comme ça peut être le cas au Mexique, par exemple, où c'est un beau podium. En Allemagne. Après, il y a des trucs, on a vécu des podiums au RAC, dans un champ de boue avec 12 personnes. Hein. Donc là, d'arriver dans le Zénith avec, je sais pas, 6000 personnes, ou je sais pas combien il y avait, mais en tout cas, énormément de monde, c'était émouvant. Justement, de vivre ça, de voir tous ces gens qui sont là, qui t'encouragent, c'est des moments émouvants. Les célébrations ne s'arrêtaient pas sur le podium de Strasbourg. Du côté du 19 Allée des Marronniers, on savourait surtout le titre de champion du monde des constructeurs, le 8e acquis depuis 2003. Un titre auquel Nico a grandement contribué. We won the title this year. It's in many rallies we were first and second, so for me clearly we were the strongest team this year. Les titres sont joués, les objectifs sont atteints et c'est sans pression que les pilotes abordent le rallye de Sardaigne. Sans pression, cela ne signifie pas qu'ils vont rouler le coude à la portière. Dès les premières spéciales, Loeb et Hirvonen entament un duel à coups de seconde. Au début de la deuxième journée, Seb abandonne après être parti à la faute. La direction c'est petit, complètement. Vas-y. Voilà, terminé. Il ne sera pas le seul sur ce rallye, loin de là.
Le vendredi soir, Nico se retrouve leader avec plus d'une minute d'avance sur le deuxième. Une situation confortable qui a un air de déjà-vu. Ça ressemblait à se méprendre à une photocopie du Portugal, donc on appréhendait un petit peu la fin, puisque c'est ce qui s'était passé, mais je n'avais aucune raison, mais forcément tu y penses. Je mettrais quand même un bémol par rapport à ça, c'est que le Portugal, Nico l'a gagné parce que ses candidats se sont éliminés. Nico n'aurait certainement pas été en mesure à la régulière de gagner le Portugal, ce qui est complètement faux en Prince-Sardaigne. Comme à leur habitude, Nico et Jarmo ne craquent pas. Ils passent au travers de tous les pièges et décrochent enfin leur première vraie victoire avec Citroën. La saison s'achève en Espagne, le seul rallye mixte de la saison. Disputée sur la terre, la première étape est complètement folle. Les spéciales ont été détrempées par les orages tombés au cours de la nuit et le pilotage s'apparente à de la survie. Tête à queue pour la Dvala, sortie de route pour Neuville et Solberg. C'est quoi ça? On sait rien. C'est le virage à Peters, ça? Ah, je ne sais pas. Problème technique pour Sordo. Une à une, les têtes d'affiche sont éliminées de la lutte pour la victoire. Prudents, les pilotes Citroën sont toujours en course pendant que Mats Rosberg mène les débats. Samedi matin, la course se poursuit sur asphalte et le jeune Norvégien part à son tour à la faute. Après avoir attendu son heure, Sébastien Loeb récupère le commandement. Rester sur la route fait partie de la course et de jouer un championnat. Se faire donner en l'acceptant facilement, c'est pas facile. Je suis le premier à ne pas l'accepter. Donc après, s'ils vont au tapis parce que je les ai parfois poussés un peu à la faute, ben, c'était partie du jeu. Neuvième victoire pour Loeb, 10e podium pour Hirvonen, la saison s'achève en apothéose pour l'Armée Rouge, qui réalise pour la première fois de son histoire un doublé au championnat du monde pilote. Je vais encore dans un grand merci, ça a été encore une super course, bien difficile, mais une voiture faite comme ça, donc rien à dire, et je pense que ça fait plaisir en tout cas pour nous, et je pense pour vous aussi qu'on finisse la saison comme ça, et votre carrière quasiment aussi, donc c'est encore un grand merci pour tout à tout le monde, et puis on arrive à tout de suite. Entre les sollicitations médiatiques, les célébrations de fin d'année et les séances d'essai qui s'y poursuivent, Seb et Daniel n'ont eu que peu de temps pour souffler depuis la fin de saison. Installés à quelques kilomètres l'une de l'autre, les tribus Loeb et Elena ne perdent jamais l'occasion de passer un moment de convivialité. La salle de jeu préférée de Seb, c'est son garage, où il entrepose ses jouets à moteur. L'antre de Daniel, c'est le bureau où sont archivés d'innombrables cahiers de notes, témoins des milliers de kilomètres parcourus aux quatre coins du monde.
Et puis vient toujours le moment de repartir vers de nouvelles aventures. Ce soir-là, le duo quitte Genève pour mettre le cap sur le Portugal. À 30 000 pieds d'altitude, Seb et Daniel se souviennent des 15 ans qui viennent de s'écouler. On a tout connu ensemble, des galères du début, où je disais tout à l'heure en rigolant, notre première maison c'était notre mulet, quoi, quand on dormait dans notre 205. Je me souviens qu'on traversait toute la France pour aller faire les rallyes. Il y en avait un qui conduisait, l'autre qui dormait dans le coffre avec des Mickey sur la tête, sur les sacs. On se rend compte qu'on a fait plein de choses, qu'il y a plein de choses qui se sont passées dans les 10 dernières années. D'un autre côté, d'être passé du stade du jeune qui arrive au stade du pré-retraité, on n'a pas l'impression, nous, d'avoir changé. Pour nous, on a fait la même chose. Regarde, t'as la barbe blanche. Ouais, mais quelque part, ça, on l'a pas vu passer, quoi. Il n'y a jamais de temps mort. Donc c'est ça qu'on ne se rend pas compte. Il n'y a pas un gros break comme en Formule 1 de 3-4 mois, ça on l'a jamais connu. Après il y a cette complicité, cette amitié qui s'est nouée. Donc si tu veux, on a tout gravé ensemble, du meilleur au pire, on a toujours passé les caps ensemble et je pense que ça a fait notre force. Et c'est surtout que ben, voilà, si on a quelque chose à dire, on se le dit de suite. Ça fait 15 ans qu'on vit dans 3 mètres carrés. Au cours de ces années passées dans l'habitacle d'une voiture de course, ils ont battu tous les records au point de mettre une génération entière de pilotes à la retraite. On a eu l'époque où il y avait tous les champions du monde. Ok, on n'a pas été champion du monde à cette époque-là, mais on s'est quand même battu jusqu'à fin 2003 où on a perdu pour 1 point. On les a tous battus, sauf Peter qui a été titré cette année-là. Après, il y a eu Marcus, après on a eu Solberg, on a eu Irvo, et à chaque fois... Carlos, Kevin, c'était là, Martinez à l'époque. Le seul truc, c'est qu'à un moment donné, il pétait un plomb à un moment donné de la saison, et se mettait à faire des fautes. Il y a des années où on a gagné des championnats, ou parce qu'on était régulier et on savait apprécier, savoir finir 3e, 2e meilleur rallye, plutôt que d'aller chercher une victoire. Tout dépend où tu situes les 100%. En fait, finalement, est-ce que 100% ça veut dire que tu commences à prendre des risques ou 100% ça veut dire d'être à 100% en étant sûr de ne pas sortir de la route? Ça, j'y suis tout le temps. Après, tu peux aller un peu au-dessus. Pour moi 100% c'est d'être un bloc partout, mais quand je me sens bien dans la caisse et que j'ai pas l'impression d'en rajouter. Après, tu peux en rajouter un peu par moment, mais là, tu commences à rentrer dans la phase prise de risque. Parce que ça m'arrive d'y aller, mais pas souvent. Comme tous les sportifs de haut niveau, les victoires et les succès débouchent sur une vie matérielle aisée, une vie dont ils n'auraient jamais rêvé à leur début. Mais l'essentiel est sans doute ailleurs. Partant d'où je partais et être arrivé à ça, c'est sûr que on l'aurait jamais imaginé. Et tu te dis, bah ouais, je me dis toujours, il y a une part de chance. Pourquoi c'est tombé sur moi? Parce que quelque part, c'est mon talent, la chance d'avoir ce talent qui m'a emmené là, quoi. Plus les bons contacts et les bonnes opportunités que j'ai pu saisir et le travail qu'il y a eu avec. Mais la base de tout, c'est un talent qui m'a été donné. Pourquoi moi? On a quand même la chance aussi par rapport aux gens qui travaillent tous les jours à l'usine ou au bureau ou n'importe. Quand on est à la maison, on a le temps d'en profiter. Donc non, c'est un équilibre de vie à trouver. Il y a certaines périodes dans l'année où c'est chargé, on part tout le temps et on se dit c'est un peu trop. Et après, il y a d'autres périodes où on est plutôt cool, donc ça va. Le truc le plus important, c'est la santé, parce que quand on voit un peu ce qui se passe autour de nous, tu te dis on a de la chance d'être en bonne santé, de pouvoir vivre ce qu'on vit, et après tout le reste c'est que du bonus, mais avant tout, d'être en bonne santé, en forme et bien équilibré à la base, c'est quand même pas mal. À 38 ans, Sébastien Loeb n'est pas prêt à passer ses journées en pantoufles. Plus que jamais, il est prêt à relever un nouveau défi en changeant de discipline, comme d'autres changent de métier. C'est pour ça que j'essaie de faire autre chose, justement. Un nouveau centre d'intérêt, un truc nouveau, un nouveau défi, où je sais que je vais partir de plus bas et qu'il va falloir essayer d'évoluer, de progresser pour arriver au top niveau, que j'espère atteindre un jour, mais j'en sais rien. Mais au moins, ça fait un défi, je sais que je vais devoir me remettre en question, que je vais arriver plus comme le jeune, même si je suis pas forcément jeune, mais bon, par rapport à certains anciens, je suis quand même jeune.
Et comme le jeune qui est là pour apprendre et pour essayer d'évoluer, donc c'est ça qui me plaît. Mais avant cela, il faut continuer à travailler, à préparer le championnat du monde des rallyes 2013. Sur les chemins de terre de l'Algarve, Seb et Daniel alignent les kilomètres pour tester de nouvelles évolutions sur la DS3 WRC. Un travail de l'ombre, mais pourtant essentiel dans la construction des victoires et des titres. Dans quelques jours, une nouvelle saison débutera au Monte-Carlo. Du côté du 19 Allée des Marronniers, on est déjà prêt pour un nouveau tour du monde. C'est pas parce que nous on va plus être là qu'il faut que ça s'arrête de tourner, il faut que ça continue avec la génération qui arrive. Et moi ce que je peux dire c'est continuer comme vous êtes. Vous êtes la meilleure équipe du monde, vous êtes une armée, l'armée rouge. On dit toujours, ouais, c'est une famille, ok. C'est vrai dans l'absolu, mais je pense quand même que on nous a donné une impulsion au départ et une communion, une envie de veiller sur ce team, de le protéger, de ne pas se faire battre. Franchement, cette envie elle demeure toujours. C'est rare de voir une équipe tendue vers un objectif à ce point-là, où chacun est tendu vers l'objectif de l'équipe et pas son objectif personnel, où il y a un exemple de solidarité absolument incroyable. Cette espèce de tension vers le résultat aussi, permanente, d'engagement sur le résultat, et aussi complètement exemplaire.